Le voyage jusqu'au musée des ombres m'avait paru sans fin. On m'avait vanté la magie de cet endroit, mais en pénétrant dans ces salles vétustes et empoussiérées, je commençais à me demander si on ne s'était pas moqué de moi. Quelques planches de bande dessinée rongées par l'humidité étaient accrochées au mur, comme les vestiges d'un art oublié depuis longtemps. Pourquoi l'une de ces pages attira-t-elle soudain mon attention? Et pourquoi me sembla-t-il, en me penchant, entendre la rumeur de la ville représentée sur cette image? J'aurais dû partir tout de suite. Je n'avais rien à faire ici. Mary, Mary, dépêchez-vous, je vous en prie. Rien. Ce n'était rien qu'un léger vertige provoqué par la fatigue ou par la faim. Et pourtant, comme malgré moi, j'ai continué à m'enfoncer dans les profondeurs du musée des ombres, comme s'il me fallait répondre à la voix qui m'appelait. Vous êtes revenu, Mary. Enfin, vous nous avez tellement manqué. Qui parle? Allons, Mary, ça suffit. Je ne m'appelle pas Mary. Et moi, je ne m'appelle pas Robic, sans doute. Eugène Robic, architecte d'Urbicande, bâtisseur des cités obscures. Allons, Mary, vous reconnaissez ces villes tout de même. Urbicande, orgueilleuse métropole, systématiquement rebâtie par mes soins. Urbicande, théâtre du phénomène le plus incroyable de notre temps, le développement démesuré du cube. Bruxelles, triste amas d'habitation et qui d'un coup s'engagea sur la voie de la modernité et du progrès. Calvanie, entrelacs infinis de serres et de jardins. Samaris, enfin, somptueux trompe-l'œil, mécanique infernale, destinée à égarer le voyageur. C'est une erreur. Vous confondez avec une autre. Je suis une voyageuse, une simple visiteuse du musée. Quel musée? Il n'y a pas de musée. Ne partez pas, Mary. Ne partez pas. Ce n'était rien. Quelques instants encore et tout allait s'expliquer. Il devait s'agir d'une mise en scène, d'une plaisanterie absurde montée pour se jouer de moi. Mon nom est Axel Wappendorf. Voici plus de 30 ans que je consacre mes forces à une rénovation radicale des transports. 3 ans plus tard, je construisais le tripode aquatique. Le monotrace constitua mon travail de fin d'études. Après ces débuts prometteurs, l'autogire aurait dû m'apporter la gloire. La sécurité, tel était mon premier objectif lorsque je me suis attelé au projet du pneu rail. J'avais été frappé par l'état détestable de la plupart de mes routes. Les accidents étaient innombrables et trop souvent dramatiques. Le vaisseau du désert. Pourquoi, me suis-je dit un jour, pouvons-nous voyager confortablement sur les océans alors qu'il nous faut affronter les déserts dans le plus complet dénuement?
Puis j'ai dessiné les plans d'un gigantesque navire sur eau, capable de venir vivre les airs. Plus je m'enfonçais dans le musée, moins je comprenais sa véritable nature. D'où provenaient ces machines absurdes, ces engins d'un autre âge? À qui appartenaient ces livres? Étais-je sûre de n'avoir jamais entendu ces noms de villes? De ne pas reconnaître ces voix et ces visages? Ville mythique, fleuron de la technologie obscure, temple du travail et de la production. Vous le savez sans doute, Milos n'est pas une cité comme les autres. Le dynamisme de Von Raten, sa puissance de travail, son culte de l'effort, constituent pour chacun un exemple qu'il n'est jamais inutile de rappeler. Depuis sa tragique disparition, c'est sa fille Mary qui, renonçant aux futiles tentations théâtrales de sa jeunesse, a courageusement repris les rênes du consortium. Pour ce qui est de la production, les niveaux exceptionnels atteints par notre ville ne doivent jamais faire oublier qu'il est possible et donc nécessaire de les améliorer encore. Toutes les cadences sont susceptibles d'être augmentées grâce à des techniques aisément dominables. Il vous suffira par exemple de proposer des primes d'incitation, puis, dès que beaucoup d'ouvriers en bénéficient, de relever la norme en conséquence. Autre point fondamental, pour supprimer toute cause de distraction, que les sexes sont et doivent être séparés de façon rigoureuse dans tous Je n'en pouvais plus. de travail. Je me suis levée pour reprendre mes esprits. Peu à peu, de troubles souvenirs me revenaient. Milos, les fumées incessantes, le bruit des machines, les cadences infernales. Milos, temple du travail édifié par la volonté de mon père, Klaus von Raten. Milos. Je jure de consacrer mes forces à la continuation de l'œuvre de mon père, pour conduire Milos toujours plus loin dans la voie du progrès. Et soudain, je fus certaine. C'était moi, là, sur l'écran. Moi, Mary von Raten, héritière du consortium industriel unique. Sans le vouloir, sans le savoir, j'étais revenue dans la ville que j'avais fuie. Wappendorf, Robic, Mary, il fallait le décor d'un musée imaginaire, le musée d'Augustin des Ombres, pour prêter vie à ces personnages le temps d'une exposition. Familiers des cités obscures, ils appartiennent à la galaxie de François Skuyten et Benoît Peeters. Étrange univers qui a le pouvoir de fasciner le lecteur pour le plus grand bonheur de nos auteurs. Mais disons que ce qui me frappe de plus en plus, c'est l'implication romanesque du lecteur. Ça me paraît un truc très très important. Le cas le plus joli, le plus frappant, c'est une lectrice, enfin je suppose que c'est une lectrice, peut-être que je me laisse abuser par monsieur, une lectrice qui s'identifie à Mary von Raten. Mary von Raten, héritière de la ville de Milos, la ville industrielle, et qui est donc un des personnages importants de la dramatique Le Musée des Ombres. On la voit aussi dans l'exposition. Et apparemment, elle a dû très bien lire tous les albums, écouter très très attentivement la dramatique, parce que quelques jours après la sortie, on reçoit une lettre qui quand même est une des plus sidérantes qu'on ait eues, puisque là, toute l'histoire est vraiment parfaitement plausible et est un prolongement direct
de l'histoire qu'on venait de produire. Elle dit « Messieurs, depuis le temps que je suis arrivé, j'ai appris à découvrir votre monde qui maintenant est le mien. Oui, je sais maintenant que le but pour lequel j'avais décidé de franchir le passage est à mon grand regret bien vain. Votre monde est aussi raté que le mien et je ne parviendrai jamais à calquer l'œuvre que mon père a réussi à édifier dans ma chère cité Milos. En tout cas, la première réflexion qui me soit venue à l'esprit lorsque je suis sorti du vieux musée de mon regretté Augustin des Ombres est que nos deux mondes ne sont, somme toute, que très peu différents. Il m'arrive de rire seul lorsque j'imagine la tête que ferait Wappendorf en découvrant vos automobiles et vos aéroplanes et celle de Robic devant des architectures futuristes telles que celles dont j'ai pu voir les photographies. Bon, enfin, il y a énormément de choses. Et alors, elle nous raconte, par exemple, qu'elle est devenue blanchisseuse près de Metz, parce que, venant de Milos, elle avait toujours été habituée à être servie, elle ne savait pas faire grand-chose de ses mains, et finalement, ce petit travail, un peu triste, est le seul qu'elle ait réussi à mener. Bon, alors moi, je réponds, tout à fait sérieusement, c'est-à-dire, je réponds à Mary von Ratten, puisque l'adresse qu'elle donne, c'est Mademoiselle Mary von Ratten. Bon, etc., je ne vais même pas donner son adresse, je garde ça pour moi, mais... je lui écris, la lettre lui arrive, donc est-ce qu'elle a mis le nom Mary von Ratten sur sa boîte aux lettres? Elle me répond une deuxième lettre en me donnant des nouvelles de cités obscures dont je n'ai pas de nouvelles, c'est-à-dire qu'elle me raconte toute l'histoire de la nouvelle Urbicande, histoire qui n'est jamais racontée dans les albums. Et vous voyez le jeu comme ça d'être devancé justement par les lecteurs? Ah, moi je trouve ça excitant au possible, parce que si le lecteur joue le jeu sans faire de faute, c'est-à-dire s'il n'est pas en contradiction avec les albums, s'il tient compte de toutes les informations, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas un élément excitant dont je tire parti? Pourquoi est-ce que cette jeune dame... va se retrouver dans un prochain album. Oui. Pour vous, en fait, c'est habituel, cette façon comme ça de vous nourrir d'éléments qui vous sont proposés un jour ou l'autre. On est d'épouvantables vampires. Voilà. Nos pauvres lecteurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais je crois, franchement, que si on les manipule, ils nous manipulent aussi. C'est un jeu qui se fait dans les deux sens, au fond. On prend quelque chose aux lecteurs, mais eux, ils ont pris cette part de rêverie dans les albums, et finalement, ce qu'ils ont construit, c'est aussi une extrapolation du travail. Donc, je ne sais pas, pour moi, il y a quelque chose qui me touche, dont j'aurais jamais rêvé, d'ailleurs, qui est une espèce d'objectivation de l'univers. Comme si un fantasme qu'on avait construit à deux, un petit jeu comme ça qu'on se fait comme les enfants se font, on dirait qu'on aurait un château et que dans ce château il y aurait ceci et on dirait qu'il arriverait cela. Et bien comme si ce petit fantasme de deux rêveurs tout d'un coup était partagé par toute une série de lecteurs et comme s'il y avait bien une sorte de secte, de société secrète d'amis des cités obscures qui se constituait à travers plusieurs pays. Je vais encore entendre quelques joyeusetés. Ah, vas-y. La nécrologie de l'aérostation a encore enregistré les noms d'Olivari, mort à Orléans en 1802, de Mossman, qui périt à Lille en 1806, de Bittorf, mort à Mannheim en 1812. Alors voilà l'histoire d'Olivari. Olivari était parti le 25 novembre 1802, dans une simple montgolfière de papier, fortifiée seulement par des bandes de toile. Une nacelle d'osier suspendue au-dessous du réchaud était remplie de boulettes de copeaux imprégnées de matière résineuse destinée à alimenter le foyer. Cette provision de combustible placée dans la nacelle vint malheureusement à s'enflammer par quelques tisons tombés du réchaud. La nacelle prit feu, elle embrasa la montgolfière et l'infortuné Olivari fut jeté dans l'espace couvert de cruelles brûlures. Benoît, vers quelle cité nous emmenez-vous? Pardon? Vers quelle cité nous emmenez-vous? Nous allons survoler les cités. Essayer de retrouver Wappendorf qui a mis au point un système de ballon très très sophistiqué, très compliqué, mais qui s'est un petit peu égaré en route. Quelques problèmes de radar apparemment. C'est un peu magique, hein, d'être brusquement face à des choses qu'on dessine. Sur place, c'est pas la même chose que de le faire à l'atelier. Alors c'est amusant, on regarde comment sont faits les cordages, les sangles et tout. Je crois que ça va changer un petit peu le regard qu'on porte sur les machines de Wappendorf. Le 8 mai 1824, Harris partit du Vauxhall de Londres, accompagné d'une jeune dame qu'il aimait passionnément. Arrivé au plus haut de sa course et voulant redescendre, il tira la corde qui aboutissait à la soupape, mais il y avait sans doute dans la soupape quelques vis de construction car elle ne put se refermer et le gaz continua de s'échapper rapidement. Et l'aérostat se mit à descendre avec une rapidité effroyable. Rien ne pouvait arrêter cette terrible chute qui allait bientôt les briser tous deux contre la terre.
Si le ballon n'eût porté qu'un voyageur, son salut était presque assuré. L'héroïsme de l'amour inspira en ce moment à Harris un sacrifice suprême. Il embrassa sa compagne et se précipita dans l'espace. Hergé est dans l'air et Tintin au Tibet n'est pas loin lorsque l'on voit cette cordée belge s'élancer à la découverte de terres inexplorées. Aventuriers d'univers de papier, ils n'en connaissent pas moins la Suisse. Abonné au Festival de Sierre depuis plusieurs années, mais également recherché pour avoir déstabilisé dans un album l'hôtel de ville de Porrentruy qui depuis leur passage surplombe de redoutables abîmes. Chassé-croisé entre réalité et imaginaire, la complicité de ces deux lascars n'a pas de limite et tout est prétexte pour décoller à la conquête des évocations les plus saugrenues. Ça, c'est quand même très Urbican. Ouais, je crois que Robic aurait trouvé ça beaucoup trop petit. Alors, par contre, le fait de le construire en pierre, comme une maison, comme un mur, c'est tout à fait lui. On le voit bien construire ça, la mémoire d'un explorateur d'Urbican d'arriver jusqu'ici. Effectivement, aussi, ça peut très bien être un phare ou ça peut très bien être lumineux. On voit très bien une signalétique d'Urbican, presque comme un panneau indicateur pour annoncer qu'on se rapproche de la ville. Puis cette ville est quand même assez froide. Donc. La porte d'Urbican, deux grands aigles comme ça qui auraient signalé l'entrée. C'est vrai qu'on voit bien un dirigeable tout doucement descendre, s'approcher de cet endroit, de cette surface, aller abandonné, loin de tout. Ici, on a ce côté d'éloignement du reste du monde. Je crois que c'est un terrain de chasse plutôt pour un Wappendorf. Wappendorf, je crois qu'il se serait dit, qu'est-ce qui peut relier ce bâtiment, ou cette série de bâtiments à la ville? Il aurait imaginé une espèce de machine à hélice, à ski. Enfin, on sent que de toute façon, un bâtiment comme ça, il faut le relier. Ce qui est frappant, c'est que ce bâtiment, c'est un peu comme des relais. C'est un petit peu comme des relais. On a l'impression qu'ils sont là pour servir entre différentes villes. Mais les villes sont tellement distantes, il y a tellement rien entre les villes, qu'on peut très bien imaginer qu'il y a un personnage qui décide d'établir une série de relais. Pas vraiment des hôtels, mais une espèce de lieux intermédiaires entre les villes pour les voyageurs qui se lancent dans les traversées dans des périodes difficiles. Et en fait, il y aurait que ça, que ce bâtiment perdu au milieu de cette immensité de neige. Et il permettrait de remettre la machine en état, d'avoir le carburant nécessaire pour continuer le chemin. Ça va, tranquille? C'est une simplicité comme ça qui est difficile à saisir. C'est plus facile d'avoir des formes rondes, complexes, arabesques. Ouais. Enfin, ici, c'est plus un petit croquis, tu sais. On le retravaillera, on le repensera en atelier, comme disaient les peintres. Il faut un certain nombre d'heures de travail pour arriver à dépasser, je dirais, les premières choses que tu penses. Donc, au début, tu imagines directement une image, mais cette image est encore faite de tas de clichés, de tas de stéréotypes. Et pour arriver à la décrasser, pour arriver à la décanter, il faut du temps. En même temps, c'est très gai, c'est un travail un peu solitaire, c'est un travail de laboratoire, c'est un travail où on est tout seul, on est bien, on est concentré. Et donc, tout doucement, j'arrive à oublier un petit peu, en fait, la réalité, tout en gardant des éléments. Et je me mets de nouveau à rêver sur ce qu'était la variostat tout au début, sur l'émerveillement qu'il pouvait y avoir, et qu'on a eu aussi d'ailleurs. Ouais. Je ne suis jamais aussi bien que ici, concentré avec un livre et à découvrir une image qui me fait rêver. Je suis jamais aussi bien, aussi heureux de dessiner qu'à ce moment-là. Et encore particulièrement dans une bande dessinée. C'est ce moment-là où je suis vraiment, j'ai l'impression, le plus à ma place. Je suis un scénariste qui
adore ce rapport à l'image et qui adore se confronter à une matière étrangère. Je me dynamise à partir de cette matière étrangère et même, je dirais, des fantasmes des autres et des images des autres. J'aime construire à partir de ça. Est-ce que c'est pas quand même très très difficile de travailler sur des albums où le dessin, ou le graphisme, ou la représentation a une telle importance? Je crois qu'on est co-auteur des albums, chacun ayant une spécialité. François a bien sûr le dessin, et c'est le plus important. Je crois que c'est ce qui donne l'aspect de l'œuvre. Moi j'ai le texte, mais il y a tout l'entre-deux. Et cet entre-deux est finalement pour nous ce qui fait la substance commune de l'album et peut-être le lieu où se fait la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, ce n'est pas des images plus un texte, mais bien quelque chose qui circule entre les deux, les unit indissociablement et fait véritablement qu'on a une lecture continue. La matière du dessin est importante, c'est quand même c'est visuel. Mais par contre, je crois que l'histoire est dans le dessin. C'est-à-dire qu'elle s'introduit, elle est totalement... comme ça, elle court à travers toutes les cases, elle est dans les détails du dessin. On a peut-être l'impression que l'histoire n'a pas cette présence parce qu'elle est dans la matière même, elle est introduite dans les moindres détails. Et avec Benoît, on cherche toujours à ce que, justement, on oublie un peu, même l'idéal, c'est d'oublier le dessin aussi, tu vois. Jusqu'au bout, au fond, la collaboration doit continuer à faire intervenir des préoccupations narratives. Le dessinateur n'arrête pas, un dessinateur comme François en tout cas, n'arrête pas de penser au récit, et moi je n'arrête pas de penser à l'image. Photographie de haut vol, voilà l'heureuse conclusion d'un vol en ballon, effectué quelques jours plus tôt en Valais. L'objectif se braque sur de vertigineuses architectures qui chaque mois ont trouvé droit de cité dans la revue Urbanisme, une revue française d'architecture. Cette publication, parmi beaucoup d'autres, témoigne du chemin parcouru depuis les années mythiques passées à l'école Saint-Luc à Bruxelles. Lieu de confrontation et de création, c'est dans cet atelier que François a développé son talent de dessinateur avec la complicité de son professeur et ami Claude Renard. Vivier de jeunes talents, c'est de là que sont sortis Skeuten, mais aussi Andreas, Forster, Sokal. On y apprend bande dessinée, peinture, illustration, sculpture, publicité et graphisme. Aujourd'hui à Saint-Luc, les professeurs ont changé et les publications des étudiants d'hier sont passées au crible par ceux d'aujourd'hui. Regard critique et connaisseur qui ne prend pas de gants pour mettre le doigt sur certains problèmes. Un exemple, le déséquilibre entre le dessin et l'histoire dans le travail de Skeuten. Est-ce qu'il a dit que ce côté esthétique et spectaculaire, trop spectaculaire, ça peut devenir un problème? C'est quand même l'histoire qui compte. Non, bien sûr. Je peux dire, j'aime pas Skeuten, je trouve ça froid. S'il y a un côté trop lourd, trop académique, trop dessin léché, je crois. J'étais dans le train, j'ai rencontré un informaticien belge et il m'a dit oui, j'aime bien Skeuten, j'adore ça. C'est un informaticien. Et c'était mathématicien, informaticien. Et parfois, je me demande s'ils osent encore faire des audaces, quoi. Ceci dit, moi je me fais l'avocat du diable. Là où il y a quand même quelque chose qui est particulier dans la série, c'est que sous le concept global des cités obscures, il y a des formes très différentes. Vous avez un album qui est entre la BD et l'illustration, vous avez le dernier qui comporte un disque qui est un catalogue d'images. Bon, on se confine aux gadgets, c'est un fait, mais c'est quand même une façon, à défaut de travailler sur le graphisme, de travailler sur la forme narrative, sur la maquette, qui évite peut-être le confort trop sécurisant de la série, qui est sur ses rails et qui ne bouge plus. Même au niveau du graphisme, il y a quand même, dans la continuité, une évolution, justement, dans l'intégration de techniques de plus en plus raffinées. Donc on ne peut quand même pas dire non plus que c'est un dessin qui ne bouge plus, qui est figé, qui ne progresse plus. Il y a une chose qui est très très frappante dans le cas du dessin de Skeuten. Il y a d'abord la volonté de créer la lumière. Skeuten, c'est quasiment un des seuls qui arrive à donner tant de nuances, tant de modelés uniquement par un travail de hachure. Alors que ce soit Skeuten ou Andreas, il y a une source commune, qui est la gravure du 19e siècle, en particulier la gravure sur bois. Comme on la voit, c'est pour ça que j'ai amené à dorer. Une planche comme ça. Une planche comme ça, peut-être, encore plus contrastée. Ça veut dire qu'au départ, on n'a pas de jeu de valeur, on a uniquement le noir et blanc, on a uniquement le trait, et on suggère toute la lumière par un jeu de hachures à un seuil
presque imperceptible, qui va retracer tout le modelé et tout le clair-obscur. Ça, c'est directement dans la tradition de la gravure. Si on doit dire ça, on dirait que Schouten, c'est un grand graveur réincarné. Il y a une technique graphique qui est très, très impressionnante au niveau de l'architecture. Mais moi, ce qui me désole, c'est quand je vois un personnage de Schouten, il est tellement lié à l'architecture que ça devient lui-même une sculpture, quoi. Moi, ça me touche plus. Et je crois que Schouten, il est comme un cow-boy qui tire avant. Et après, quand il a assassiné tout le monde, il demande pourquoi j'ai tiré. Mais graphiquement, je suis toujours ébloui. Je l'ai même acheté. Quand je vois les premiers dessins, je dis oh, il a encore évolué, il a fait des dessins fabuleux. Mais après, quand je lis, j'arrête après 4 pages. Hermétique, écoute, quand même, je sais pas, il y a pas mal de bouquins, il faut quand même bien lus, beaucoup lus. Donc on est toujours frappé de voir le nombre de gens qui nous lisent. Il n'y a pas aussi le phénomène de mode qui joue? Peut-être. C'est impossible à dire. Peut-être. J'espère que non. Il n'y a rien de plus épouvantable que d'être à la mode. Les sites obscurs, c'est un monde très référencié. C'est un monde donc, qui saisit comme ça les choses. Alors, on pourrait même dire que c'est du vol ou du pillage, quoi. Mais c'est recomposé, c'est reconstruit. Mais c'est de la bande dessinée ou c'est de la peinture? Non, c'est de la bande dessinée. Ça raconte une histoire. C'est fait, justement, tous ces vols sont faits pour nourrir une histoire. Quels sont les ouvrages qui sont les plus pertinents pour ton travail? Ce sont beaucoup les livres de l'illustration, beaucoup des documents, des gravures de Gustave Doré, mais aussi des gravures de petits maîtres. Tu sais, des peintres qui ont vu le monde, qui ont en fait traduit ce qu'ils voyaient, un peu comme des photographes, mais sans être dans la grande histoire de la peinture. Et en plus, j'ai l'impression que la bande dessinée est très proche de ces petits maîtres. Hein. Elle raconte des histoires, comme parfois ces petits maîtres racontaient une histoire. Ils ont un regard émerveillé aussi sur leur monde, qui sont pour un dessinateur, très très révélateurs. Je vois encore, quand on était étudiant à Saint-Luc, on était tous ici en train de, chacun disséminé en dessous des plantes, en train de dessiner, essayer de réaliser une planche sur le thème des plantes. Il y en a qui ont fait des forêts pierres. Je vois encore Sokal qui dessinait des petits renards en train de faire pipi autour des arbres. Jean Clair qui faisait des superbes aquarelles. C'est vrai que c'était le dernier souvenir que j'ai de ces serres qui sont restés superbes. Ce qui est frappant, c'est cette odeur. Hein. L'odeur est très forte. Ouais. J'ai l'impression qu'à Calvani, les gens qui vivaient tout le temps dans ces serres, ça devait pas être évident. Déjà qu'ils avaient le régime végétarien. C'est la différence entre un lieu rêvé, comme on le fait, et parfois un lieu réel. En même temps, c'est magnifique. Hein. Oh, c'est super. Mais tu imagines après cette espèce de... Enfin, il fait pas trop chaud, mais tellement de serres qui sont un peu moites, plus ces odeurs qui macèrent. Je suis pas sûr que ce soit le paradis des cités obscures, Calvani. C'est quelle année un arbre comme ça? Ça, je n'ose pas dire ça. Mais c'est probablement déjà un arbre qui se trouve depuis l'ouverture, donc en 58. 58 l'ouverture. Et qui vient normalement déjà des anciennes collections qui étaient donc dans les serres à Bruxelles. Donc c'est un très vieux exemplaire où on n'ose pas donner la date. Et il ne vous risquez pas qu'il va casser un jour la verrière et sortir définitivement? Non, il existe que cette année, on va le mettre en plein terre. Ah oui, vous allez gagner 1,50 m qu'il va descendre. Et dans 5 ans, qu'est-ce que vous faites? Dans 5 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas un peu augmenté la verrière de quelques mètres? Ça dépend de la direction, là. S'ils ont de l'argent pour ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est cette journée de repérage à Saint-Luc, que tu es resté ce goût des plantes qu'on retrouve, et c'est un peu toi qui as amené ça dans chacun des albums des cités obscures, on a les plantes qui jouent un rôle différent. Ouais. C'est vrai que quand tu vois comment ça se déplace, comment ça... Il y a tellement de
de choses à apprendre sur ces formes, sur ces structures, sur ces couleurs. Ça peut être vraiment amusant à dessiner ça, tu ne peux pas l'inventer. Non, ce qui est incroyable, ça c'est vrai, c'est que tu inventes des plantes, de toute façon, tu es toujours en dessous des extraordinaires possibilités qu'offre la nature. Celle-là, elle paraît complètement animale, presque comme un agglomérat de chenilles, serpents, un truc pas à prendre du savoir. Des gens comme Moucha, des gens comme Horta, ça sont tellement inspirés, ils ont presque parfois saisi nettement la ligne d'une plante, la forme d'une racine, la forme d'un bourgeon. Donc en fait, on n'a pas fini d'apprendre. Oui. Voilà d'ailleurs les esquisses de plantes relevées par le père de l'Art Nouveau, Victor Horta, pour la réalisation de nombreux travaux. Perce-neige, capucine, muguet, le croquis est utilisé pour retrouver l'esprit des lignes qu'affectionne Victor Horta. Au diable la symétrie. Avec Horta triomphe jusqu'en 1900 un langage basé sur la courbe florale. Verrières opalescentes ou rampes d'escalier, tout évoque un univers végétal foisonnant. Avec raffinement, il mêle matériaux industriels et bois précieux. Là, une cage d'escalier, ici, des luminaires dont les tiges graciles s'enroulent autour du pied. Schistos, ville transparente, faite d'arabesques et de rondeurs. Sous le crayon de François Skeuten apparaît Horta, mais du Horta reproduit et multiplié à l'infini. Séduction d'une esthétique, mais aussi volonté de mettre au jour l'esprit tendanciellement totalitaire de cette architecture. C'est fou, il n'a pas de limite. Il s'occupe de tout, il dessine tout. Les clinches de porte, les radiateurs, les moindres détails. Si on avait laissé faire cet homme, il aurait fait une ville qui aurait été terriblement asphyxiante, où on n'aurait pas eu sa place. On aurait dû se contorsionner à cette architecture tellement de plus en plus précise, de plus en plus élaborée. Il aurait dessiné les couverts. Je veux dire, peut-être qu'il nous aurait même dessiné, nous, un jour, les gens qui habitaient ces maisons. C'est en même temps fascinant et en même temps effrayant. Et pourtant, le paradoxe, c'est que ce penchant que vous décelez part sans doute de bonnes intentions au départ. L'effet de séduction, c'est quand même d'abord le désir d'harmonie. Le désir d'harmonie, on l'a tous. Quand on a un tableau sur un mur, on a envie que ce tableau soit beau, qu'il soit équilibré, qu'il ait un jeu de couleurs. Quand on vit dans un espace, on a envie que tout s'y intègre. Et puis à un moment, ça bascule. C'est-à-dire que ce désir qui au départ était simplement une harmonisation commence à interdire l'irruption de n'importe quoi. Comme l'architecte qui dit « ça, ce meuble-là, il ne peut pas figurer là. Ce cadre, impossible, il ne s'intègre pas. » Alors si ça reste à un niveau individuel, si c'est sa propre maison, c'est pas gênant. Mais si ça s'impose sur toute une ville, si on dit aux gens « vous avez besoin de deux chambres, d'une cuisine de telle taille, etc. » Le reste, c'est un luxe, c'est inutile ou c'est absurde. Alors voilà le fascisme qui commence. À Urbicande, on a l'existence d'une brigade urbatecturale. C'est-à-dire que des architectes, un comité d'architectes peut intervenir à n'importe quel moment chez les habitants pour contrôler la conformité avec les plans établis par l'architecte Eugène Robic. Bon, mais ça, je crois que c'est des choses qui sont rigolotes, mais en même temps qui représentent un petit peu notre terreur devant un style non composite, devant un style complètement homogène. Alors on peut dire pourquoi raconter des histoires à partir de ça? Peut-être simplement parce que les villes harmonieuses, les villes où tout se passe bien, ne sont pas des villes qui pour nous offriraient une matière dramatique suffisante. Et puis, ça c'est peut-être quelque chose qui vient de moi, j'ai une tendance à avoir un regard un peu critique, un peu même négatif sur les choses, et c'est vrai que même dans une serre, comme les serres merveilleuses où on a été l'autre jour, très vite je me dis, qu'est-ce qui va devenir insupportable? Qu'est-ce qui fait que cette serre sera invivable? Quelle va être sa forme particulière d'oppression? Et dans chaque lieu, j'ai tendance à sentir son caractère tendanciellement totalitaire ou invivable. Kafka. C'est vraiment un auteur qui m'a tapé dans la tête. Ça a été terrible, vraiment. Ça fait tellement écho à ce que nous vivons actuellement. Il a tellement... Si on arrive, Benoît et moi, ne fût-ce à saisir le dixième de ce que Kafka a senti et traduit en rapport avec la bande dessinée, on serait les plus heureux des hommes, parce que je trouve qu'il a fait une œuvre qui est d'une dimension intemporelle, et qui est en plus tellement contemporaine. C'est un projet à Marseille. Ah bon? De la machine volante? Non, ça monte à la hauteur de Notre-Dame de la Garde. C'est le projet du Conseil Général. Je suis en train de faire une tour arborescente, avec une place en haut, l'immeuble du Conseil Général en porte-à-faux, une grande structure dans l'espace, la statue de Gaston Defferre, et c'est la même hauteur que Notre-Dame de la Garde. Allez, toi.
Oui, c'est un concours, j'ai pas gagné encore. Passionnés d'architecture, François et Benoît le sont. En témoignent leurs albums bien sûr, mais aussi les contacts fréquents avec les milieux d'architectes. Ici à Paris, une belle rencontre, celle de Roland Castro. Avant j'achetais, maintenant ma secrétaire les garde. Si la bande dessinée est un outil magnifique pour mettre sur papier les fantasmes urbanistiques les plus fous, l'argumentation qui soutient l'utopie, elle, est précise, rigoureuse, pertinente. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a fait tilt dans l'esprit des 3 architectes que nous avons rencontrés. Je trouve que ce sont des as pour dire la paranoïa des architectes. Ce qu'ils produisent, à mon avis, dans leur travail, ce qu'ils vont chercher, c'est vraiment l'architecte dans sa folie totalitaire. Ils ont un merveilleux regard critique sur les architectes et l'architecture. Est-ce que vous pensez que l'architecte démiurge sommeille en chaque architecte? Oui, je crains que oui. C'est très fou comme acte, bâtir, donc c'est une tentation permanente, oui. Sûrement, oui. Ce sont des gens qui sont toujours à cheval entre le réel et l'irréel. Et puis ensuite, si on regarde le détail de l'architecture, on constate qu'elle est scientifiquement fondée, que les images ont une vérité architecturale très intéressante, que c'est comme des coupes histologiques d'architecture, si j'ose dire. Et c'est ce qui fait l'intérêt pour un architecte de leur création, c'est que ce sont des gens qui ont une très bonne connaissance du milieu architectural. Le cancer de l'architecture aujourd'hui, c'est évidemment la symétrie. Pourquoi? Parce qu'elle est l'élément de facilité, c'est l'esprit cartésien, c'est l'esprit ordré de l'architecte. Il adore s'y réfugier par satisfaction de l'esprit. Et dans les livres de François et Benoît, elle est évoquée, mais c'est un élément parmi beaucoup d'autres, elle est évoquée de manière extrêmement ironique, avec d'autres éléments qui sont le décor, la façade décor par exemple, qui est quelque chose qui est le mensonge architectural que l'on peut faire, mais dont il faut être conscient. Moi, j'interdis à mes étudiants de faire des photos. Je veux qu'ils dessinent. Et je trouve que justement, dans l'univers de la BD, le travail, qui est souvent d'après photo, d'ailleurs, du dessin sur la ville, est très beau parce qu'il extrait des choses, il met en valeur des choses. Moi, ça m'aide, oui. Il y a des univers bâtis dans la bande dessinée qui m'apportent quelque chose, sûrement. En mai 68, nous avions inventé une injure à l'école des Beaux-Arts, j'étais encore étudiant, c'était architecte. Ah mais en Belgique aussi, vous savez que celui qui a construit le palais de justice à Bruxelles... Ah, l'événement le plus extravagant de l'histoire de l'architecture. Coulard, et ben en dessous, il y avait le quartier des Marolles qui souffrait évidemment de ces travaux incessants, et le mot architecte était vraiment une injure. Et c'est resté une insulte, mais vraiment très grave et pas du tout deuxième degré. Pour les habitants, architecte, c'est pas... Vous voyez? C'est pas un on fait des prêts, on est contre les architectes. L'architecture est une chose beaucoup trop sérieuse pour qu'on la laisse uniquement aux architectes. Des rapports
rattrape, je peux arriver, et que s'il y a quelque chose qui pour vous me paraît particulièrement important, pour moi, vous nous les indiquez. Et ça, on aura du temps pour faire ça. Oh la vache, les pauvres. Je peux vous en commander comment on fait? Oui, ça va. Ah non, c'est bon, vous avez saisi l'esprit de la chose. Comment dire? Oh, un enfant. Ah non, c'est génial. Déchirures, abîmes, passerelles vertigineuses, les amateurs de bande dessinée ont désormais un temple, érigé par le grand prêtre Roland Castro. L'inauguration eut lieu en janvier 90 lors du 17e Festival d'Angoulême. L'événement fut marqué par une célébration de circonstances, les fiançailles de l'architecture et de la bande dessinée à travers les cités obscures. Résultat, cet étrange musée, le musée d'Augustin des Ombres, dont François Vier souligne l'originalité. Il s'agissait de passer derrière le miroir, comme Alice, il s'agissait de faire sentir que l'univers vrai, ce n'est pas l'univers des planches, mais c'est l'univers des histoires. Alors, dans cette deuxième pièce, précisément, la planche se déchire, on passe à travers la planche, et on arrive dans l'univers même de l'histoire, et qui est le vrai univers du lecteur. Océan neptunique, mer des silences, étrange géographie qui nous immerge dans l'univers des cités obscures. À l'origine de cette création, un scénario écrit par Scoyton et Peters. Ensuite, premier défi, passer le témoin à l'équipe d'Angoulême en lui laissant la latitude d'interpréter les éléments de départ. Aventure passionnante, à 1000 lieues d'une simple illustration. Monde en 3 dimensions, né des albums. Trouvèrent leur place dans ce dédale Urbicande, Calvani, Milos, mais aussi le célèbre inventeur Axel Wappendorf, qui hérita pour l'occasion d'un atelier grâce à quelques bricoleurs de génie. Nous avons travaillé comme des fous pour tout. Les points de départ, c'était le livre en fait qui a été édité, qui s'appelle L'histoire de mes inventions. Donc en fait, qui représente peu de choses, quelques objets. Et donc quand on a imaginé cet atelier, François et Benoît nous ont laissé assez libre de le développer un peu comme on sentait les choses. Il y a beaucoup de Jules Verne là-dedans, et puis beaucoup de choses qui sont tirées de l'œuvre de François et Benoît. Mais ces machines, elles ont été faites comment alors? Vous avez trouvé où tous ces objets, tous ces matériaux? Dans les casses, ou chez Emmaüs. Oui, j'ai rêvé, oui, beaucoup. Avoir une telle liberté, c'était vraiment intéressant. En tout cas, dans toutes les expositions que j'ai faites, c'était la première où il y avait autant de confiance de la part des auteurs pour interpréter leur œuvre comme on voulait. Voilà par exemple, dans cet atelier angoumoisin, d'étranges mutants aux mains expertes sollicités pour réaliser la bibliothèque. Si Angoulême reste le lieu de création, le musée des Ombres est désormais appelé à prendre le large et Sierre constitue la première escale. Il y a la bibliothèque qui nous tend les bras. D'abord le livre ouvert, ensuite la bibliothèque. Qui se déroule jusqu'au bout de ce couloir. Très long. 2 éléments en moins qu'Angoulême. Pourquoi? Ou alors, on y arrive, mais on a des accès qui sont... Nouveaux espaces et donc nouvelles contraintes, mais aussi volonté de développer dans chaque endroit traversé une dimension spécifique au pays d'accueil. Si on crée un espace spécifique à l'exposition ici en Suisse, à Sierre, il faudra trouver tous ces rapports au temps, ces horloges, ces montres, tous ces engrenages, ces sphères armilières, ces astrolabes. Est-ce que les deux se superposent vraiment bien? Parce qu'au départ, on avait l'idée de compléter la map monde par des éléments. Si c'est juste un collage, je n'y crois pas tellement. Je préfère alors coller ces éléments dans un autre espace. Oui, mais là, il faut lui donner une dimension onirique. Il ne s'agit pas de faire une exposition sur l'art de l'horlogerie. Non. Il faut quand même créer des espaces mystérieux, des espaces qui soient intrigants. Donc, le spectateur, il est un peu sur une balustrade déjà. Il a monté 2-3 marches. Il est sur une balustrade et il voit la sphère. Comme ça, il s'appuie sur un peu une barrière et il contemple la sphère. On va si on met de l'objet réel ou de l'objet fabriqué. On n'a pratiquement rien qui soit réel dans l'exposition. Tout a été reconstruit. J'ai peur du plaquage, même d'un très bel objet. Ça dépend de quel objet. Ça, on pourrait demander au musée de la Chaux-de-Fonds, de l'horlogerie, de nous prêter quelques-uns. Ouais,
Peut-être ici, on projette l'image, là on projette 2-3 images. Et le spectateur, comme ça, perçoit l'image. Pas une seconde de répit. Même au café, les plans envahissent la table. Les idées germent, les images fusent. Sierre aujourd'hui, Paris demain, Bruxelles après-demain. La boulimie, le dynamisme de ces deux cervelles en ébullition n'a pas de limite. Et leur fringale contamine tout ce qu'elles rencontrent. Le cinéma, avec 2 projets en gestation. Le pavillon belge pour l'exposition universelle de Séville, dont François assure la scénographie. Bruxelles, un album en chantier, mais aussi le projet d'un livre pour enfants qui trotte dans leur tête depuis belle lurette. Vie de forçats bienheureux, ils abandonnent le dernier mot à l'imaginaire, sous l'œil un peu éberlué du spectateur. Ce qui est assez drôle, c'est que dans le vieux musée, il y a des bruits de train. Et des faux bruits de train qu'on a enregistrés. Alors ça peut faire un mariage assez marrant. C'est un comble, qu'il y a des faux bruits de train, il y a non, on fera la réalité ici. Ben voilà, c'est le faux et on créera la réalité. On aura la réalité en plus qui s'enlèvera indissociablement. Non, mais dans le vieux musée, c'est pas grave, dans les décantes, c'est pas bête. C'est moins bien. Mais ça, on peut pas demander au train d'arrêter pendant cette semaine. C'est un peu exagéré. Qu'est-ce que vous voulez faire?